Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, a organisé ce vendredi 19 novembre 2021 une conférence de presse sur la flambée des prix des denrées alimentaires. Les détails à suivre. Le festival Rendez-vous chez nous à Bamako a débuté ce jeudi 18 novembre. Des détails sur cette 5e édition qui prône la paix dans un instant. La COP26 est un échec, pas une victoire, dit Greta Thunberg. Plus de précisions dans la page internationale. Bienvenue à toutes et à tous dans ce Joliba Morning News sur Joliba TV News. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, a organisé ce vendredi 19 novembre 2021 une conférence de presse sur la flambée des prix des denrées alimentaires. Également à l'ordre du jour de ce point de presse, les mesures prises ainsi que les efforts consentis par le gouvernement de la transition pour soulager le consommateur. Suivant le reportage de Aïssata Traoré et de Bourema Doubaré. Le gouvernement de la transition, au cours de sa session ordinaire du 10 novembre 2021, a marqué son accord pour l'octroi d'une subvention sous forme de réduction de 50% de la base taxable à l'importation de 300 000 tonnes de riz, 60 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d'huile alimentaire. Le riz indien a baissé de 25%, tandis que celui du riz thaïlandais est resté stable. Le riz se négocie sur les plateformes portières à 230 000 francs CFA la tonne, contre 215 000 francs CFA la tonne il y a 3 mois. Donc le cours mondial du sucre s'établit à 524 $ la tonne, enregistrant ainsi une hausse de 27% par rapport à l'année dernière. L'huile est négociée à 1181 $ la tonne, contre 918 $ la tonne l'année dernière et à la même période. Selon le conférencier, cette situation d'inflation a aussi eu des répercussions sur les prix des frais des conteneurs qui ont également pris l'ascenseur. En plus de ces hausses, c'est les prix, le fret, les conteneurs ont aussi augmenté parfois jusqu'à 40%. C'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble des importateurs de blé et l'ensemble des meuniers du Mali qui ont anticipé sur cette crise et ce manque de blé qui pourrait se poser sur notre marché. Depuis plus de 3 à 4 mois, ils ont déjà fait des stocks importants et malgré la hausse des prix sur le marché international, ils continuent à l'offrir au prix presque de l'année dernière, et c'est ce qui fait que nous maintenons jusqu'à nos jours le pain à 250 francs et à 125 francs. Pour l'effectivité des prix indicatifs plafonds fixés dans le cahier de charges, le ministre a indiqué que les équipes de brigade de la Direction générale du commerce et de la concurrence, appuyées des éléments des forces de sécurité, seront bientôt déployés sur le terrain. Il ne s'agit pas seulement de faire des subventions pour les importateurs, mais aussi il va falloir aussi qu'on veille sur le prix pour que les populations qui sont à la base puissent accéder à ces produits selon les protocoles et les cahiers de charges établis à un prix abordable. Le mouvement Mali Propre a lancé la première édition du Rendez-vous de l'environnement, une initiative qui appelle à une plaidoirie et une prise de conscience sur les problématiques de l'environnement. Aruna Salia Kone. La plus grande rencontre des acteurs de l'environnement, telle est l'ambition du mouvement Mali Propre à travers son initiative Les Rendez-vous de l'environnement. Des retrouvailles des acteurs du climat pour plaider et sensibiliser sur les problématiques environnementales. Un rendez-vous pour l'environnement parce que notre environnement est menacé. Un rendez-vous pour l'environnement parce que nous voyons des ordures partout à Bamako, dans les caniveaux, devant les hôpitaux, devant les écoles, les mosquées. Et aujourd'hui, on voit les sachets partout. Et ça ne peut plus continuer, c'est l'action des humains. C'est pourquoi nous avons voulu faire cette rencontre avec tous les acteurs qui sont dans ce domaine pour qu'ensemble, on puisse échanger, proposer des solutions, faire des plaidoyers et surtout comment on peut créer des synergies. Pour relever les défis climatiques, le mouvement associe la jeunesse qui constitue une couche importante
pour la lutte contre la pollution. Nous déjà, on a plusieurs concepts. Je vais citer les 3 concepts qu'on a. Le branche vert, où on essaie vraiment de mettre en avant les acteurs qui sont vraiment engagés. Ça, c'est pour inspirer la jeunesse. Ça aussi, c'est une solution. En inspirant la jeunesse aussi peut prendre conscience et changer de comportement. On a également le concept de grain, une poubelle. C'est aussi aller avec les jeunes pour leur montrer que pour un Mali propre, il faut l'engagement de tous. Les autorités ont leur part de responsabilité, mais nous également. On a également le programme des jeunes ambassadeurs de l'environnement. Ce sont des jeunes qui nous représentent dans les 6 communes de Bamako et dans les régions. C'est pour vraiment aussi les impliquer. Pour les parrains de ces premiers rendez-vous, chacun doit mettre du sien pour la défense de l'environnement. Qui dit environnement dit simplement cadre de vie. Parce que nous avons tous droit à un environnement sain. Et de ce fait, chacun d'entre nous a le devoir de protéger et de défendre l'environnement. Et dans ce même cadre, la promotion de la qualité de la vie est un devoir pour chacun d'entre nous, aussi bien que pour l'État. Donc cela fait que c'est une initiative que nous accompagnons aussi à travers toutes les activités qui sont prévues d'aujourd'hui jusqu'au 20 novembre. Au programme de ces premiers rendez-vous, des panels de haut niveau, des concerts et défilés de mode vert, et la journée Zéro Plastic Day. Faisant partie de la liste des personnalités visées par l'interdiction de voyage dans l'espace CEDEAO, le ministre de la Refondation Ibrahim Ikassa Maïga a réagi suite aux récentes sanctions infligées aux autorités de la transition malienne par l'organisation sous-régionale CEDEAO. L'interdiction de voyage infligée aux autorités de la transition malienne par la CEDEAO semble laisser indifférentes les personnalités visées. C'est en tout cas ce que le ministre de la Refondation, Ibrahim Ikassa Maïga, a mis en évidence lors d'un débat contradictoire sur une chaîne étrangère. Il s'exprime en ces termes. Ça ne nous coûte pas grand-chose le fait de ne pas aller hors de nos frontières. D'autant plus que cela fait plus de 9 ans qu'il nous est interdit de voyager sur notre propre territoire. Selon le ministre de la Refondation, en interdisant le voyage à 149 personnalités du gouvernement malien et du Conseil national de transition, et en gelant leurs avoirs financiers, la CEDEAO quitte son domaine d'intérêt, celui de l'intégration économique des États. Au dire du ministre Ibrahim Ikassa Maïga, les chefs d'État de la CEDEAO sont dans une conspiration politico-politicienne. En effet, la pomme de discorde à l'origine de la brouille entre les autorités maliennes et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est l'organisation des élections en février 2022. Si la CEDEAO exige la tenue de ces élections à la date prévue, les autorités de la transition malienne préfèrent attendre l'issue des assises nationales de la refondation pour fixer de nouvelles dates. Par ailleurs, en décidant de maintenir ces assises, le gouvernement de la transition a ouvert un front, non seulement contre ses partenaires qui sont la CEDEAO et l'Union européenne, mais aussi contre une majeure partie de la classe politique malienne qui jusque-là rechigne aux assises nationales de la refondation. Les autorités de la transition malienne pourront-elles résister face à tous ces adversaires? L'avenir nous le dira. Amnesty International a procédé au lancement de sa campagne Écrire pour les droits ce vendredi 19 novembre au titre de l'édition 2021. Objectif, offrir un lien vital à des personnes dans le monde dont les droits fondamentaux sont piétinés. Adama Sanogo pour le compte-rendu. Écrit pour les droits est la plus grande campagne de défense des droits humains du monde. Depuis 2001, Amnesty International recueille des millions de messages de soutien adressés à des personnes injustement incarcérées. Ce matin, effectivement, nous avons organisé une conférence de presse de lancement de notre campagne mondiale Écrit pour les droits. Cette campagne, cette année, c'est 20 ans. Donc, depuis 2001, nous avons lancé cette campagne. Chaque année, nous appelons les militants, les sympathisants et le public en général à signer des pétitions pour 10 cas qui sont retenus. Pour mener à bien cette campagne, Amnesty International invite toutes les couches à écrire des lettres pour toutes ces personnes détenues illégalement. Donc, dans cette campagne, nous appelons le public et nos sympathisants à écrire des lettres aux autorités, mais aussi à écrire des messages de solidarité. Donc, cette année, nous avons par exemple au Mali la particularité de lancer une campagne digitale. Ce n'est pas que des lettres, mais aussi ça peut être des dessins, ça peut être n'importe quel type d'expression. Le président d'Amnesty International affirme que les sympathisants des lettres pour les droits humains ont déjà fait leur preuve pour la libération des personnes détenues injustement. Ces sympathisantes et sympathisants
ont contribué à transformer la vie d'une centaine de personnes depuis 2021. Les libérant ainsi de la torture, du harcèlement ou d'une incarcération injuste. Ce fut également un lieu pour Amnesty International d'accuser l'esclavage par ascendance dans la région de Kayi qui a fait des morts, notamment le cas du jeune de 25 ans, Diagou Cissé. Et maintenant, l'image du jour qui va nous parler de Piccadilly Circus en Angleterre. Piccadilly Circus est un carrefour routier et une place piétonne du quartier de Westminster à Londres au Royaume-Uni. Jusqu'au XVIe siècle, le quartier de Circus était la propriété d'Elton College et de la Mercer's Company avant qu'un tailleur appelé Robert Baker vint indirectement lui donner son nom actuel. Piccadilly Circus a été créé en 1819 dans le prolongement de Regent Street. À cette époque, le carrefour était en fait désigné sous le nom de Regent Circus, car compris dans l'ère d'urbanisme de John Nash, l'architecte attitré du roi George IV, dont Regent Street était l'élément majeur. La place autrefois considérée comme le centre de l'Empire britannique constitue encore de nos jours un des centres névralgiques de Londres et est réputée pour la pléthore d'enseignes lumineuses qui l'entourent. Elle compte également plusieurs curiosités touristiques, dont une fontaine érigée en 1893 en mémoire de Lord Shaftesbury. Non loin se trouve également le London Trocadéro, centre commercial et de loisirs, et la statue Horses of Helios. Son emplacement en plein cœur de West End, ainsi que sa proximité avec des lieux commerçants ou de divertissement font qu'elle est encore aujourd'hui un lieu apprécié des Londoniens comme des touristes du monde entier. Maintenant, voici la page internationale avec El Hadji Malik Guiteye. À Addis Abeba, la capitale éthiopienne, des femmes se rassemblent pour fournir de la nourriture et d'autres articles à la force de défense nationale éthiopienne et donnent également du sang pour les soldats blessés pendant la guerre. Cet événement a été organisé pour montrer le soutien des femmes à nos forces de défense en leur fournissant des denrées alimentaires. Les femmes seraient prêtes à aller jusqu'au champ de bataille pour protéger les soldats de la force de défense nationale. Je donne mon sang aux soldats blessés. Nous pouvons donner notre sang à ceux qui ont versé leur sang au combat. Je le jure devant Allah, je suis ravie de donner mon sang. Cet événement intervient à un moment où les émissaires de l'Union africaine et les États-Unis sont de retour jeudi en Éthiopie dans un nouvel effort pour obtenir un cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et les rebelles tigréens qui s'affrontent dans le nord du pays. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et son homologue américain Jeffrey Feltman s'étaient déjà rendus en Éthiopie au début du mois alors que les combats connaissaient une escalade. Après avoir gagné du terrain ces dernières semaines, les rebelles du Front de libération du peuple de Tigré TPLF n'ont pas exclu de marcher sur la capitale Addis Abeba, ravivant les inquiétudes de la communauté internationale sur ces conflits qui durent depuis plus d'1 an. Le gouvernement britannique a annoncé vendredi vouloir classer comme organisation terroriste le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir à Gaza, une décision qui suscite l'indignation au sein de la société palestinienne. Je veux dire que ce soit la Grande-Bretagne, les États-Unis ou tout autre pays du monde, ils considèrent tous les Palestiniens comme des terroristes. Nous rejetons la décision de placer le mouvement Hamas sur la liste du terrorisme. Le Hamas fait partie du peuple palestinien, tout comme le mouvement Fatah et les autres factions palestiniennes. La Grande-Bretagne n'a pas le droit d'inclure le mouvement de résistance islamique du Hamas sur la liste du terrorisme et elle devrait faire le point sur ce qu'elle a fait en 1948. Jusqu'ici, seule la branche armée du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, était interdite au Royaume-Uni
alors que le mouvement islamiste est déjà sur la liste noire des organisations terroristes des États-Unis et de l'Union européenne. Si cette décision prend effet à l'issue d'un débat prévu au Parlement la semaine prochaine, être membre du Hamas ou en faire la promotion sera passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans d'emprisonnement en vertu de la législation antiterroriste britannique, a précisé le Home Office. Le premier ministre israélien Naftali Bennett a salué sur Twitter cette décision, qualifiant le Hamas de groupe islamiste radical qui cible d'innocents israéliens et cherche à détruire l'Israël. En 2005, l'armée israélienne s'était retirée unilatéralement de Gaza avant d'imposer en 2007 un blocus sur ce territoire lorsque le Hamas s'est emparé du pouvoir au terme de combats fratricides avec le Fatah de Mahmoud Abbas. Depuis, le Hamas et Israël se sont affrontés dans 4 guerres en 2008, 2012, 2014 et en 2021. La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a estimé vendredi que la COP26 qui s'est achevée la semaine précédente à Glasgow était un échec et non une victoire. Je trouve cela étrange que certaines personnes considèrent que c'est une victoire. Quel standard est-ce que cela établit pour les COPs à venir? Comment apprendre de cette COP si l'on n'admet pas qu'il s'agit d'un échec? Selon elle, il faut une mobilisation. Ce que cela a prouvé, tout du moins, c'est que les changements dont on a besoin ne viendront pas de ces COPs, à moins qu'il n'y ait une pression publique massive. Après l'accord conclu sur les flux par près de 200 pays samedi à Glasgow, le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays accueillait la COP26, a reconnu ressentir une certaine déception. À l'issue de 2 semaines de négociations menées jours et nuits jusqu'à la dernière seconde, la quasi-totalité des nations de la planète se sont accordées sur un compromis pour accéder à la lutte contre la hausse des températures. La 27e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur le climat COP27 est prévue dans 12 mois en Égypte. L'Inde va abroger 3 lois de la réforme agricole après 1 an de manifestations massives d'agriculteurs en colère, a annoncé vendredi le Premier ministre Narendra Modi dans une surprenante volte-face. Dans une adresse à la nation, il a affirmé que l'État indien va entamer le processus constitutionnel d'abrogation de ces 3 lois lors de la session parlementaire qui débute à la fin du mois, avant d'appeler tous les agriculteurs participants aux manifestations à rentrer chez eux, à retrouver leurs proches, leurs fermes et leurs familles. Dans un communiqué, la coalition des syndicats agricoles a salué l'annonce, ajoutant toutefois attendre qu'elle prenne effet par le biais des procédures parlementaires adéquates. La coalition y rappelle aussi qu'elle exige toujours une garantie statutaire de rémunération rentable pour tous les produits agricoles et pour tous les agriculteurs. Les réformes agricoles avaient été votées en septembre 2020 pour autoriser les agriculteurs à vendre leur production aux acheteurs de leur choix, plutôt que de se tourner exclusivement vers les marchés contrôlés par l'État, leur assurant un prix de soutien minimal PSM pour certaines denrées. Nombre de petits exploitants agricoles s'y opposent depuis novembre 2020 dans des manifestations de masse, s'estimant menacés par cette libéralisation qui, selon eux, risquait de les obliger à brader leurs marchandises aux grandes entreprises pour les écouler. Depuis, les agriculteurs campent sur les routes au port de New Delhi où un réseau de solidarité s'est mis en place. Chaque jour, des tracteurs leur livrent des carrioles de bois et de vivres. Le poids du secteur agricole est considérable en Inde, assurant la subsistance de près de 70% de ses 1,3 milliard d'habitants et contribuant à environ 15% du PIB. À présent, nous allons parler de l'univers des Sotramas. Dans un pays, chaque corps de métier a son importance et participe à la construction de l'économie de l'État. C'est dans cette optique que la rédaction s'est intéressée à la société de transport du Mali, communément appelée Sotrama. Comment s'organisent ceux qui travaillent dans ce secteur et quelles sont les difficultés qui s'imposent aux personnes qui font ce métier? La réponse dans ce dossier signé Aminata Traoré et Boureima Doubaré. Pour faciliter le déplacement des Bamakois et environ, le moyen de transport le plus utilisé est la Sotrama. Les conducteurs, pour être plus efficaces dans leur travail, ont un syndicat qui s'occupe de la gestion technique.
L'argent que les chauffeurs payent est principalement utilisé pour secourir un chauffeur en cas de problème et aussi pour les mariages, les baptêmes, etc. Un ancien chauffeur est appelé syndicat. Ça vaut 35 ans que je conduis la Sotrama. L'argent que les chauffeurs payent pour nous est gardé précieusement à la banque. Par exemple, quand un chauffeur a un problème dans l'exercice de son métier ou en cas de maladie, c'est le syndicat qui prend tout en charge. Pendant la fête de Ramadan aussi, on investit 3 300 000 francs CFA pour l'achat des bœufs pour tous les membres. En plus de la gestion technique, les syndicats ont d'autres rôles à jouer. Vous savez, les sotramas ne sont pas appréciés du tout. Pourtant, nous savons aussi que c'est un moyen de transport qui arrange beaucoup de personnes. Même en cas de mésentente entre les conducteurs de sotramas et les policiers, on intervient également. Dans l'univers des sotramas, il y a toutes sortes de personnes. Nous, à notre niveau, on veille sur le comportement des chauffeurs et apprentis à ne pas insulter ou adopter des comportements malveillants. On adopte souvent des sanctions pour cela. Pour la majorité des conducteurs et apprentis de Sotrama, ce métier rapporte peu, mais aussi il y a beaucoup de difficultés. Vraiment, il y a toujours des petits querelles entre nous et nos passagers. Normalement, quand on quitte Kati, on ne s'arrête qu'ici. Et souvent, les clients s'énervent. La principale cause de nos mésententes avec les passagers, ce sont les problèmes de monnaie. Et le plus souvent, c'est avec des femmes. D'autres aussi provoquent les apprentis. Aussi, les policiers, que ton cahier soit à jour ou pas, tu es obligé de leur donner leur pot de vin. Avec les clients, c'est vraiment pas facile. Ils ne rentrent jamais avec la monnaie. Même si le restant de la monnaie est 25 francs, ces derniers refusent de renoncer. Pour certains usagers, les apprentis ou conducteurs de Sotrama doivent revoir leur façon de traiter les clients. J'emprunte la Sotrama depuis très longtemps. La seule difficulté que je rencontre avec les apprentis est liée au problème de monnaie. Sinon, je reconnais que la Sotrama m'arrange beaucoup car c'est moins cher. Les apprentis chauffeurs ne sont pas du tout gentils avec nous. Et en plus, le prix du transport est trop cher. Je sollicite l'aide du gouvernement pour cela. Je dois me rendre à Nyamakoro. Personnellement, je n'ai pas de problème avec les Sotrama. Selon un adage africain, il n'y a pas de sous-métier. Alors, quoi que nous fassions comme travail, faisons-le bien. Du sport, après avoir été qualifiés pour la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Aigles du Mali rentrent dans l'histoire. Amadou Tolo nous dit pourquoi. 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 11 buts marqués, 0 encaissés. Tel est le bilan des Aigles qui, à l'instar du Maroc et du Sénégal, ont décroché leur billet pour les barrages à une journée de la fin des éliminatoires. Et après les Lions de la classe du Maroc et les Lions du Teranga du Sénégal. Le mérite en revient au capitaine Amari Traoré et à ses coéquipiers, mais aussi au sélectionneur national Mohamed Magasuba, dont la patience, la vision, l'expérience, la connaissance technique ont forgé une équipe aujourd'hui enviée par tout le continent africain, s'exclame sur sa page Facebook notre confrère Alassane Suleiman. Le 18 décembre, sur le prochain adversaire des Aigles lors des tirages au sort. De la culture à présent, la 5e édition du festival Rendez-vous chez nous à Bamako
a débuté ce jeudi 18 novembre 2021 à Magnambougou, en commune 6 du district de Bamako, organisé par l'association Art, Marionnette, Musique, Clown, Danse dans nos rues. Le festival Rendez-vous chez nous à Bamako se veut un tremplin pour les professionnels des arts et les populations. Reportage Youssouf Kone et Bakoroba Nyari. C'est un public des grands jours qui a pris d'assaut le terrain de l'école Ekoma de Magnambougou ce jeudi 18 novembre 2021 lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du festival Rendez-vous chez nous à Bamako. Initié en 2017 par l'association Art, Marionnette, Musique, Clown, Danse dans nos rues, le festival réunit chaque année des professionnels des arts du Mali et d'ailleurs. Beaucoup de surprises. Déjà, on a 30 compagnies invitées dans le cadre du festival chez nous, Rendez-vous chez nous cette année, qui a sa 5e édition. Il y a 20 compagnies maliennes et 10 qui viennent d'ailleurs, par exemple l'Europe et l'Afrique. Cette année, notre thème c'est la paix et la sécurité. Comme tous les Maliens savent maintenant, là où on est, on se donne la main à travers l'art et la culture pour que la paix retourne au Mali. Cette 5e édition étalée sur 4 jours offrira aux festivaliers des parades de marionnettes géantes dans les rues de Bamako, des spectacles de danse, de musique et de théâtre. L'événement reflète, selon certains spectateurs, le Mali d'autrefois qu'on souhaite retrouver. C'est magnifique, c'est fantastique. C'est le premier signal de Mali comme ça a été avant la crise. Et comme je profondément espère que ça va revenir dans le futur, pas seulement restricté à Bamako, mais je bien pense que le tourisme va se revivre dans le centre du pays, Timbuktu, etc., dans la région d'Ogon, etc., avec tout le danse, performance traditionnelle typique, avec le tam-tam de Bambara très fort, etc. Rendez-vous chez nous à Bamako se veut un carrefour des arts, un espace de rencontre, de découverte et d'échange entre les artistes de divers horizons du monde et de différentes disciplines artistiques. On a été invité en tant que marionnettiste. Et donc sur cette édition, cette 5e édition, c'est la première fois qu'on vient. Et voilà, c'est super, il y a plein de monde, ça se passe bien, c'est le premier jour, donc ça promet. On voit plein de choses différentes. Nous, c'est la première fois qu'on vient au Mali, donc on a la chance de pouvoir découvrir plein de spectacles différents. Et nous, on vient avec notre art qui est la marionnette portée taille humaine, qui va aussi être une découverte sûrement pour le public malien et autres. Le festival à Rendez-vous chez nous à Bamako s'inscrit désormais dans l'agenda des populations bamakoises et plus particulièrement de Magnambougou, fief du festival. Je suis aux anges, je suis très content. S'il y a une première fois et maintenant il y a une 5e fois, cela veut dire que ça marche. Et nous osons croire que ça va continuer à marcher pour le bonheur même du peuple malien. Pas seulement la commune 6, pas seulement à Magnambougou, mais pour l'ensemble du pays qui en a besoin. Précision que cette 5e édition du festival se poursuivra jusqu'au 21 novembre 2021. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est tout pour ce Djoliba Morning News. Dans un instant, retrouvez Aminata Chektal pour le Djoliba Afternoon News et Fabrice Nouzian Yovo pour le Djoliba Evening News, si tout va bien. Encore merci à toutes et à tous pour votre aimable attention et excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Morning News.